On a du travail. En ce mois de mars, désormais terminé, j'ai lu 8 livres. Ce qui ne fait pas beaucoup de pages par rapport au mois dernier. Je dois en être à 3000 pages à peu près. Je pense que j'ai lu plus en nombre de pages au mois dernier. Parce que ce mois-ci, ils étaient plus courts, c'est tout. Bon, on va commencer. Est-ce que je les fais dans l'ordre où je les ai lus ou pas? Ouais. Il y a le chat. ASMR chat en route, en cours, si vous avez des petits problèmes de chat qui mange des croquettes, faites semblant de ne pas l'entendre. Alors, j'ai commencé. Donc comme d'hab, j'ai mon carnet de lecture ouvert parce que j'ai bien peur d'avoir oublié la moitié de ce que je devais dire. Voilà. Donc j'ai commencé le mois. Maintenant il fait de l'ASMR, je gratte mes ongles sur mes griffes, sur le truc pour faire les griffes. Mieux qu'il les fasse là, qu'il les fasse ailleurs, on est d'accord. Mais, c'est bon, t'as fini? Miaou. Oui, c'est bien. C'est gentil. Bon, j'ai commencé le mois en lisant Beren et Luthien de Tolkien. Matez-moi la troisième couverture. C'est l'édition chez Pocket, qui coûte pas très cher, donc je vous la recommande. Attendez. Je vous la recommande pour la couverture, pour le contenu. Alors, j'ai appris plein de trucs. Il y a des trucs que je savais, mais il y a des trucs que je savais pas. Il y a des trucs que je savais notamment en ayant regardé Rings of Power. Comme quoi, hein, quand j'étais là, oh, mais le frère de Galadriel, il est mort en sauvant Beren? What? Genre ça, je savais pas, vous voyez? C'est pas du spoil, hein, le lore, il est vieux comme le monde, ok? Donc j'ai appris plein de choses. Ce qui est le but principal et le but premier de cette collection de lore, en fait, puisqu'en fait, ça n'est pas un roman sur Beren et Luthien ou genre une nouvelle, machin. C'est Christopher Tolkien, donc le fils de l'auteur, qui a sélectionné dans les écrits de son père toutes les choses ayant trait à Beren et Luthien, et il en a fait une collection qu'il a regroupée dans cette édition, quoi, en gros. Est-ce qu'on peut parler du fait que le fils de Tolkien et le fils d'Anne Rice s'appellent tous les deux Christopher, et qu'ils tous les deux s'occupent de l'héritage littéraire de leurs parents? Donc si en fait vous pensez lire un roman ou un truc comme ça, c'est pas du tout ce que vous trouverez là-dedans. Comment on appelle ça? En fait, on commence avec la légende principale, le conte, on va dire, de Beren et Luthien avant que Luthien s'appelle Luthien, bref. Et à partir de ce conte-là, on va faire tous les changements, donc les changements de nom, les changements de race de la Terre du Milieu, ce genre de trucs. Enfin, en gros, c'est vraiment, pour moi, super important en tant qu'autrice, parce que ça montre que le lore bouge tout le temps. On n'est pas du tout... Il est pas resté figé sur la première version de Tolkien, en fait. Il a fait, ah ouais, je vais changer ça, et je vais changer ça, et je vais changer ça. Et finalement, nous, on connaît la dernière version du lore, de leur histoire, mais il y a eu plein de trucs entre-temps. Et notamment, il faut le dire, Tolkien déteste les chats. C'est une personnage chien. Mais Tevildo est très drôle. Moi, je l'aime bien. Donc si vous êtes team chat, ça risque de vous paraître un peu bizarre. Voilà, donc maintenant moi je le conseillerais plutôt à des gens qui sont familiers de l'univers, au moins autant que moi, et qui s'intéressent à la création de la Terre du Milieu et même à l'esprit de Tolkien en général, parce que si vous avez jamais rien lu d'autre, si vous avez jamais vu un film ou une série ou quoi que ce soit, vous allez être complètement perdu. En gros, commencez pas avec ça, quoi. Une fois que vous avez lu... moi, j'ai lu que le Hobbit, mais je connais très bien. Genre, le film Seigneur des Anneaux, je l'ai vu 50 fois. J'adore Rings of Power, voilà, je l'ai dit. Donc moi, ça m'a pas paru. Il y a plein de trucs où je suis là, ah ouais, ça je connais. Ah ouais, ok. Ouais, ah ouais, cool. Mais voilà, si vous êtes pas du tout familier de l'univers, passez votre tour. Mais pour moi, c'est un très bon bouquin auquel j'ai donné 4,25 sur 5. Et voilà, rien que pour l'édition a donné un point, sachez-le. Bravo Pocket pour votre travail. Ensuite, j'ai lu The Rust Maidens de Gwendolyn Christ. Donc ça, c'est la version anglophone. Il existe une version française qui s'appelle Les filles de rouille, je crois, aux éditions du Chat Noir. Et malgré la note de 4,5 sur 5, c'est mon coup de cœur du mois de mars. Alors j'ai mis que 4,5 parce que je m'attendais un peu à autre chose, donc j'ai pas été déçue. Mais j'avais des attentes différentes de ce que le livre a délivré, et c'est pas grave. The Rust Maiden, ça raconte l'histoire de Phoebe qui en 1980 finit le lycée
Et le jour, à partir en fait de la remise des diplômes, il y a certaines filles qui ont... Comment on appelle ça? Comment on dit en français? Qui ont été diplômées avec elle, qui se retrouvent à rouiller. Et en fait, Phoebe, elle ne rouille pas elle, puisqu'elle est encore là 38 ans je crois plus tard, ou 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, pardon. 28 ans plus tard. Bref, je sais jamais combien de temps après c'est. Et en fait, Phoebe, c'est la seule personne qui sait réellement ce qui est arrivé aux filles de rouille. Et quand elle revient dans sa ville, après des années, je ne sais plus combien, loin de Cleveland, dans l'Ohio, elle retombe sur des souvenirs, et notamment des souvenirs remontent parce qu'une jeune fille est en train de rouiller. Et donc le livre, c'est un mélange entre passé, présent, enfin présent, c'est dans le passé, hein, mais excessivement passé, et le passé de Phoebe et le présent de Phoebe, et on apprend de plus en plus sur ce qui s'est passé en 1980. Donc, The Rust Maidens, c'est du body horror, c'est mon premier body horror, et en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Pour moi, c'est un excellent page turner. Vraiment, je me suis mise le soir à lire et je me suis pas couchée avant d'avoir terminé le livre. Parce que vraiment, j'étais hypée. Je voulais savoir absolument ce qu'il allait se passer. Voilà. Ce qui allait se passer. Et ce qui se passe, c'est que, je spoil pas, hein, mais en gros, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que... le destin des Rust Maidens est lié un peu à la ville, puisque c'est pas l'endroit le plus prospère des États-Unis à présent, parce qu'il y a une grosse désindustrialisation. Je déteste quand il fait ça. Parce qu'il y a une grosse désindustrialisation et que du coup, les gens s'appauvrissent, ils perdent leur travail, ils doivent partir. Et en fait, ça coïncide avec l'apparition des Rust Maidens. Fergus, si tu fais tomber les livres, je vais pas être contente. Hein. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est pas un political statement en soi, mais le petit sous-texte, regardez, ça correspond, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je supporte pas, voilà, je ne supporte pas quand il frotte ses babines à mes bras et à mes mains et tout, je n'aime pas du tout ça. Voilà, et si, comme moi, vous attendez la saison 3 de Yellow Jacket en France, lisez ça en attendant parce que là aussi il y a la meilleure amie qui s'appelle Jacqueline, sauf que c'est la cousine, donc les trucs de Yellow Jacket ça peut pas se passer vraiment là-dedans parce que c'est The Rust Maidens, purée Fergus, c'est The Rust Maidens et pas Game of Thrones quoi. Mais il n'y a pas non plus de cannibalisme, voilà, sachez-le. Il faut que j'arrête de dire sachez-le, c'est mon nouveau tic du langage. Ensuite, j'ai aussi lu The Wake Up Call de Beth O'Leary que j'ai essayé d'annoter, mais je me suis rendu compte que je n'aimais pas annoter parce que ça me sortait complètement de la lecture. Je pensais que en mode annote et pas du tout au fait qu'il fallait que je lise le livre. Donc je n'annoterai, je pense plus, à part quand je fais de la lecture analytique sur les classiques quoi, mais sinon je n'annoterai plus. Donc c'est un Rivals to Lovers dans le milieu hôtelier. Izzy et Lucas ne peuvent pas se blairer. Ils travaillent ensemble et en plus de ça, ils sont obligés de travailler ensemble pour sauver l'hôtel qui est dans un état déplorable aussi bien financier que esthétiquement et architecturalement. Donc moi on me dit Rivals to Lovers, moi on me dit milieu hôtelier, ils doivent travailler ensemble. Moi je vote pour Enemies to Lovers, en général j'aime pas parce que c'est pas bien fait. Mais Rivals to Lovers, vraiment, je suis bélier, j'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez lu The Flatshare ou vu la série, vous vous rendrez compte que Beth O'Leary adore le One Bed Trope parce qu'il est encore là-dedans. Il y a vraiment énormément. C'est un Grumpy Ink Sunshine, vraiment. C'est totalement ça. Je pense même qu'on est sur du She Fell First, He Fell Harder parce que j'ai beaucoup fait ça. C'est excessivement drôle. Franchement, je me suis tapé des barres. Hein. Genre oh, je croyais qu'il ne maîtrisait juste pas bien l'anglais parce qu'il est brésilien, mais il semblerait que ce soit juste une grosse merde. Et je là, très bien écrit. Mais enfin, j'aurais vraiment, je l'ai mis 4 étoiles, 4 étoiles et demie, 4 étoiles et quart, 4,25. J'aurais totalement pu lui mettre 5 étoiles s'il n'y avait pas eu le pendant négatif de Rivals to Lovers qui est mon trope préféré. S'il n'y avait pas eu mon trope le moins aimé, mon Nemesis trope, qui est miscommunication. Je déteste la mauvaise communication parce que souvent
on se retrouve avec exactement ce qu'il y a là, c'est-à-dire des situations qui se répètent. On tourne en rond à bout d'un moment et ça me gave. Vraiment, il y a tellement de situations qui auraient pu être évitées s'il n'y avait pas eu le miscommunication trope. Vraiment, ou s'il avait été un peu réduit, parce qu'en fait là on sait vraiment 400 pages de... Il y a un truc qui va pas entre eux mais personne n'en parle, et du coup ça amène à des situations abracadabrantesques qui auraient totalement pu être évitées et qui au bout d'un moment m'ont vraiment fait souffler parce que j'en pouvais plus. C'est-à-dire que normalement c'est le genre de livre que je lis en une fois. Je m'assois, je lis, je termine. Là j'ai reposé 4 ou 5 fois, je l'ai lu en 3 ou 4 jours, je l'ai lu en 3 jours. C'est beaucoup trop pour une romance pour moi alors que j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire en fait. Je veux pas travailler ni rien, je fais juste mon mémoire, donc j'ai totalement le temps de lire ça le soir. Et c'est pas normal en fait, et c'est que à cause du miscommunication trope. Alors je ne mettrai pas dans mes déceptions littéraires, parce que c'est pas du tout une déception, hein. En vrai c'est une petite romance tranquille. Enfin j'ai annoté des trucs que j'aimais bien, donc c'est que il y avait des choses bien. Mais franchement ça aurait mérité. J'adore Beth Pollieri, elle écrit tellement bien. Ça aurait franchement mérité 5 étoiles sans le miscommunication trope, voilà. Et aussi, pourquoi est-ce qu'elle écrit toujours des petits vieux qui me font chialer? C'est une catastrophe. Ensuite, on passe sur de la non-fiction. J'ai lu Marie Tudor, La souffrance du pouvoir d'Isabelle Fernandez, qui tout simplement narre la vie de Marie Tudor, première reine d'Angleterre, fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Et j'ai été hypée. Genre j'étais hypée par les trucs. Je fais genre comme si j'étais pas historienne. Mais j'ai vraiment... je lui ai mis 5 étoiles en fait. Alors j'ai pas mis en coup de cœur parce que c'est très compliqué d'avoir un coup de cœur pour de la non-fiction, notamment de la non-fiction historique, parce que it's facts. Vraiment c'est des faits avérés. Mais je l'ai lu en 3 jours. Alors parce que je me suis forcée à faire autre chose. Et aussi parce que ça m'a incroyablement donné énormément envie d'écrire. Alors que c'est de la non-fiction historique. Hein. Et je me suis dit... et j'ai pondu 1000 mots en 1 heure, quoi. Et j'étais là... juste à cause de ce bouquin. Grâce à ce bouquin, plutôt. Donc vraiment, j'étais super refaite. Franchement, I liked it. Regardez. J'ai collé cet autocollant de ce petit Doberman avec des lunettes et j'ai écrit Marie quand elle voit Anne Boleyn. et franchement, alors déjà il faut que je vous parle de ces éditions là, que la collection Texto chez Talendier. C'est littéralement ce que je vous conseille si vous voulez lire des livres historiques. Parce que il y a toute une pléthore de trucs. Il y a de l'Antiquité jusqu'aux années 90, je pense, au moins. Il y a de tout. Il y a sur tous les thèmes, il y a sur la France, il y a sur l'Europe, il y a sur les États-Unis, il y a sur tellement de choses. Et ça coûte moins de... Enfin, celui-là, il coûte 11 €. Je l'ai trouvé un peu cher. Not gonna lie, mais je pense qu'ils ont augmenté les prix, genre avec le prix du papier et tout, donc ça m'étonne pas. Mais, par exemple, j'avais aussi lu sur Théodora, l'impératrice de Byzance. J'ai lu celui sur Jean Jaurès quand je travaillais au musée. En vrai, c'est ce qu'on va vous conseiller vraiment pour de la vulgarisation scientifique. Parce que c'est écrit par des professeurs, par au moins des enseignants-chercheurs. Mais c'est super abordable et je voulais vraiment revenir là-dessus. C'est si vraiment vous avez envie de vous mettre à lire des trucs historiques sans avoir envie de débourser 30 balles dans un bouquin, ce que je peux totalement comprendre parce que même moi j'ai pas envie en général de dépenser 30 balles pour un bouquin. Les éditions Texto de Talendier, elles sont super. Next! J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Secret d'État de Juliette Benzoni et j'ai parlé du tome 1 le mois dernier dans mon vlog littéraire que personne n'a regardé, donc je vais redire le petit plot. Sylvie a été trouvée à l'âge de 4 ans je crois, par la famille de Vendôme après le massacre entier de sa famille. Donc la famille de Vendôme, c'est la famille du frère aîné de Louis XIII, mais son frère bâtard, donc ce n'est pas lui le roi. César, je crois bien que c'est ça. Je me plante tout le temps, mais c'est quand même pas possible alors que je connais très bien ce truc. Enfin bref. Et des années après, on lui donne une identité un peu fausse pour que les gens qui ont massacré sa famille ne la massacrent pas elle aussi. Et des années plus tard, elle se retrouve
fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche, parce que Anne d'Autriche est espagnole, Sylvie parle espagnol, elle sait chanter, Anne d'Autriche kiffe la musique, donc voilà. Et il y a toute une conspiration dans le tome 1, et le tome 2 fait suite directe au tome 1, et il y a encore énormément de conspiration. Il y a un peu moins de violence faite aux femmes quand même dans le tome 2, parce que le tome 1 il est quand même bien trigger warningant sur tout ce qui est violence S et S, et le mot en V du coup. Voilà. Le tome 2 aborde la Fronde, dont le roi des Halles c'est le nom du tome 2 parce que François de Vendôme, duc de Beaufort, devient le roi des Halles parce qu'il s'oppose à Mazarin pendant la Fronde. Et le tome 3 s'appelle Le prisonnier masqué, donc je vous laisse totalement deviner que le tome 3 aborde l'homme au masque de fer. Et de base ça part du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse. Ouais, Marie-Thérèse d'Autriche, c'est ça go, non? Et toute l'affaire Nicolas Fouquet et l'homme au masque de fer. Voilà. Il y a donc un bond quand même considérable, hein, parce que dans le premier il a 5-6 ans, Louis XIV, et là il se marie, donc il y a un bond dans le temps considérable. Et je me souviens que ça m'avait un peu gênée à l'époque, parce qu'en fait ça c'est une relecture de bouquin que j'ai lu quand j'avais genre 9-10 ans. Et je me souviens que ça m'avait un peu gêné le bond dans le temps, et en général j'aime pas. Vraiment, genre par exemple dans Outlander, quand on commence à... J'adore Rihanna, hein. Vraiment je l'aime trop, hein. Mais quand on commence à s'intéresser à elle, ça me fait souffler. Parce que je me suis tellement attachée en fait aux personnages principaux, que en général les bonds dans le temps ça me gave. Surtout que là, Marie, la fille de Sylvie, parce que spoiler, voilà, elle est casse-pied. C'est une ado, hein. C'est une ado, c'est comme quand je dis, les gens ils ont râlé parce que Percy Jackson il fait des trucs cons dans ses bouquins, mais il a 14 ans ou 15 ans, donc normal quoi, tout le monde fait ça à son âge. Teenagers are going to be teenagers depuis 1650 jusqu'à maintenant quoi, donc ça, enfin voilà. Donc j'ai mis au tome 2 5 étoiles, parce qu'apparemment il y a vraiment beaucoup de drama, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a plu dans le tome 2. Et j'ai mis 4,5 au tome 3, parce que le bond dans le temps et tout ça m'a fait. Et je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'intrigue. Le gros de l'intrigue, c'est sur les 5 derniers chapitres, et en fait, je trouve qu'il est très long pour rien, le tome 3. Mais comme c'est toujours très bien écrit, Juliette Benzoni écrit si bien. RIP. Elle écrivait super bien. La dame, elle est morte à 87 ans quand même, hein, je veux pas dire. Mais en tout cas, elle a une plume super facile, donc si vous voulez vous lancer dans des romans historiques, je vous conseille de lire tous les siens. Ils sont tous bien. Et La Chambre de la Reine est super bien aussi. C'est sur Marie-Thérèse, justement, je crois. Et Mes Secrets d'État, c'est vraiment ma trilogie préférée de mon enfance, plutôt. Enfance, début d'adolescence. Et ça m'a vraiment fait du bien de le relire et de me rendre compte qu'en fait, je me rappelais de beaucoup de choses. Que certains trucs n'étaient pas du tout comme je croyais qu'ils étaient. Et que, en fait, c'était bien. Ça reste des livres auxquels je tiens vraiment beaucoup. Alors là, pour les 2 derniers, je sors de ma zone de confort littéraire. La semaine dernière, j'ai eu besoin de décompresser, et pour ça, rien de me qu'acheter un bouquin, on est d'accord. Donc j'étais au rayon librairie du grand hypermarché près de chez moi, et j'ai vu Les Contes Interdits. Et je sais que c'est dur, parce qu'il y a écrit moins de 18 derrière. Je sais que parfois, que c'est violent, tout ça, et je me suis dit, tu sais quoi, on va sortir de ça. Vraiment, j'ai envie en ce moment de sortir de ma zone de confort littéraire, parce que je crois que littérairement, finalement, je suis comme en musique, j'aime tout. Si c'est bien amené, bien écrit, il n'y a pas grand chose que je n'aime pas. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu peux pas savoir si t'aimes bien le genre thriller, horreur, écriture de contes, tout ça, des contes interdits, si tu n'en lis jamais. Donc j'ai acheté... alors, il y en avait plein. J'ai fait acheter Robin des Bois, mais je comprenais pas trop bien le résumé. Il y avait Robin des Bois, il y avait Blanche-Neige, je crois. Mais la couverture, elle faisait trop peur. Donc, enfin bref, il y avait certains contes, et il y avait Le Joueur de flûte de Hamelin, en sachant que j'adore. Oh non, j'aurais dû mettre mon t-shirt In Extremo, groupe de métal médiéval allemand, a fait un truc avec Le Joueur de flûte de Hamelin, et j'ai le t-shirt. J'aurais dû mettre ça aujourd'hui. Bref.
Donc j'ai acheté le joueur de flûte d'Hamelin de Sylvain Johnson puisque j'adore le joueur de flûte d'Hamelin. Et ce qui est assez bizarre, c'est que moi comme ma mère, on est sûr qu'à la fin du conte normal, il noie les enfants dans le lac, enfin dans la rivière. Mais au début du livre, il y a un extrait des frères Grimm, mais c'est pas mentionné. Et pour moi, le joueur de flûte de Hamelin, une fois qu'on le paye pas, il bute les gosses. Ah non. Donc, pour sortir de ma zone de confort, j'ai acheté ça. Et je l'ai lu directement parce que j'avais besoin de me changer les esprits, changer les idées. Et en gros, le personnage principal, il s'appelle Denis Lebeau. Alors moi, mon cerveau, il a pensé à Gambit pendant tout le machin. C'était... Bref. Qui sort de prison après 20 ans passés derrière les barreaux au Québec. Et il traverse la frontière et il se rend dans une ville du Maine où on lui explique que ça fait 20 ans que des jeunes filles blondes disparaissent et que personne ne retrouve jamais leurs traces. Et le shérif lui dit « Hey, j'ai vu ton casier judiciaire, tu veux pas m'aider à trouver qui fait ça ?» Et lui il fait « Ouais. » Genre vraiment au début il est pas convaincu et puis il voit des événements bizarres, il se fait « Ok, donc bon je vais enquêter. » Et effectivement il se passe des trucs super bizarres dans cette petite ville du Maine où ça fait donc 20 ans que des jeunes filles disparaissent. Voilà. Et en fait tout est lié, parce que ça on nous le dit derrière, tout est lié à une enseignante qui est un peu, pas débauchée, mais qui aime se faire du mal en fait, qui a un petit truc un petit complexe d'autoflagellation, j'en sais rien, un truc comme ça, et qui décide de faire quelque chose, que vous apprenez un truc, et que ça part de là en fait. Voilà. Alors, je suis incapable, je lui ai mis 3,75, je suis incapable de dire si j'ai aimé ou pas ce bouquin. Parce que je l'ai lu quasiment d'une seule traite, vraiment le soir je tombais de fatigue, donc j'ai repris le lendemain matin, mais je l'ai lu en peut-être 3 heures quoi. Et je suis vraiment incapable de dire si j'ai aimé ou pas parce qu'il y a vraiment des trucs tellement bien dans ce livre. Notamment le fait que, franchement, pendant tout le livre, en fait, on nous donne des indices et on nous enlève des indices. Vraiment, on nous fait marcher sur des œufs, on est misled vraiment par le fait qu'on ne sait pas si Denis est meurtrier ou pas. Du coup, on se met à avoir un peu d'empathie pour lui quand il lui arrive des trucs et tout. Et jusqu'à la fin, en fait, on sait pas. Et du coup, ça nous fait questionner notre sens moral de le tueur, on lui donne le bénéfice du doute ou pas? Parce que est-ce que c'est vraiment un tueur? Enfin bref, ça nous questionne beaucoup. Et ça, c'est un truc que j'adore dans les livres, vraiment. Quand on me fait questionner ma morale, ça veut dire qu'on écrit bien. Et vraiment, il y a des trucs un peu bizarres parfois qu'il écrit Sylvain Johnson, mais c'est pas le premier livre québécois que je lis. Et parfois, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Mais c'est parce qu'on parle pas comme nous, quoi, c'est normal. Du coup, l'utilisation du mot en fait au Québec, je pense qu'il est totalement différent de l'utilisation du mot en fait, enfin de la locution en fait en français, puisqu'il ressemble plus au in fact, actually en anglais, qu'on n'utilise pas du tout pareil en français. Et ça m'a perturbé un peu, mais au bout d'un moment, je m'y suis fait. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le thème de la réécriture, vraiment il y a des gens qui disent oh mais ça y ressemble pas trop, enfin je veux dire on s'éloigne pas mal du truc, et moi je trouve pas. Je trouve vraiment que le côté justice très tranchante et de la justice qui n'est pas toujours équitable de la justice du joueur de flûte de Hamelin est vrai. Parce que c'est pas équitable quand à la place, parce qu'on ne paye pas, il tue les enfants. C'est pas équitable du tout. Mais c'est la justice, quelque part, il se fait justice lui-même. Et c'est un peu le thème du livre, quoi. Et surtout, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de se faire justice lui-même dedans, et c'est lié. Donc ça, moi, ça m'a paru parfait. Maintenant, attendez, j'ai pas fini. J'ai des autres trucs que j'aime bien. Il y a un autre truc que j'aime bien, c'est que vraiment parfois j'ai eu peur. Heureusement qu'il y avait ma mère à côté, parce que je lui dis si j'étais pas là, j'aurais pas lu le livre. Jamais de la vie j'aurais lu. Maintenant, soyons honnêtes, il y a 2 choses qui m'ont un peu... C'est que, en fait, à un moment donné, on nous explique d'où vient la flûte. Ce que je ne dirais pas, mais pour moi, c'est super important, l'origine de la flûte, vraiment. J'étais là, waouh, mais incroyable. Et en fait, on nous dit ça à aucun moment dans le bouquin. Et j'ai trouvé ça dommage. J'aurais vraiment appuyé plus sur le côté là du livre. Ça aurait donné une autre dimension et une épaisseur supplémentaire à la thèse du bouquin en fait. Parce qu'en général, je pense que les contes interdits ont quand même un message comme les contes finalement. Mais des messages qui sont un peu plus, qui résonnent un peu plus avec nous maintenant. Donc j'aurais bien aimé ça.
mon estomac ça se calme pas, dis donc. Et le deuxième truc que vraiment, je comprends, c'est les comptes interdits, c'est moins de 18, mais je pense que les V, S, C, S et le V, si ça fait avancer l'intrigue un minimum, ok. Donc là, c'était le cas. C'était le cas. Mais ça s'ouvre là-dessus quand même. Sauf que, si on est dans l'esprit dérangé de Denis, la sexualisation outrancière des femmes, ça me dérange pas tellement, parce qu'il est un peu tordu, le bonhomme. Ça me dérange pas. Néanmoins, quand dans le premier chapitre, qui est du point de vue omniscient, on se tape 10 pages de male gaze dégueulasse, franchement, j'ai vraiment failli poser. Ça me faisait chier parce que je l'ai payé 15 balles, quoi. Vraiment, si je l'avais acheté en occasion, si j'avais pris à la bibliothèque, une connerie comme ça, j'aurais terminé. Je regrette pas de pas avoir terminé parce que le livre est bien. Mais vraiment, les 10 premières pages de male gaze, franchement, en 2000, je sais pas quelle année il est sorti au Québec celui-là, mais maintenant, dans les années 2020, c'est plus possible en fait. C'est plus possible si ce n'est pas dans la tête d'une personne. Vraiment, du point de vue omniscient, pour moi, le male gaze n'a pas à être là. C'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Et après, vraiment, je pense que c'est fait pour nous. Mais bon, moi, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Et pas dans le sens, psychologiquement, ça me dérange. Parce que c'est le conte interdit, c'est psychologiquement, ça te dérange. Mais plutôt dans le sens de... Pas moralement, mais je pense que littérairement et humainement, on n'a plus besoin de ça, en fait. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, apparemment, c'est lui qui a écrit Cendrillon, et quelqu'un a dit que Cendrillon, c'était Enfin, j'ai vu beaucoup de gens dire que Cendrillon, c'était le meilleur des contes interdits, donc peut-être que je lirai Cendrillon ensuite. Et enfin, je suis encore sortie de ma zone de confort, vraiment. Hein. Celui-là, je l'ai terminé avant-hier, donc le 30. Je l'ai lu en une fois aussi. Dimanche soir, je me suis assise, j'ai dit, allez, hop, on a changé l'heure, je sais pas quelle heure il est, j'ai l'impression qu'il est 4h l'après-midi alors qu'il est 10h du soir. Donc je lis ça. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est ma toute première romance psychologique. Parce qu'en général, je n'aime pas ça. Parce que c'est super mal écrit. Voilà. Parfois, je dis déjà le résumé, je suis là. Franchement, quand le résumé accrocheur est mal écrit, sérieusement, qui a envie de lire ça, quoi? J'ai lu, quand je cherchais les contes interdits, là, j'avais pris d'autres livres en main et je lisais des résumés. Je me disais, mais c'est un enfant de 12 ans qui a écrit ça? Est-ce que ça donne envie d'acheter un bouquin à 20 balles, en fait? Non. Donc, les contes interdits, bien sûr. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble parle de Camélia, qui était harcelée au lycée et qui est devenue jeune avocate. Elle est apprentie avocate. Et un jour, on lui apprend que son bourreau est mort et que le principal suspect de son assassinat, c'est le meilleur ami de cette personne, qui s'appelle Lou. Lou, sur qui elle avait quand même un petit crush au lycée, même s'il faisait partie du gang de personnes qui l'a harcelé. Voilà. Et donc, elle décide à défendre Lou et à trouver des indices pour le disculper. Et en même temps, Lou et Camélia reçoivent des lettres du gars qui est mort pour faire un genre que... En vrai, il leur fait un jeu de piste pour trouver l'assassin, en gros, quoi. Moi, déjà, quand je tourne la page et que je ne vois aucune mention, à part le harcèlement, c'est pas ouf, aucune mention de mec super riche, de prostitution, de machin, de trucs... Enfin, je me dis, ok, on est sur romance psychologique, pas trop dark romance, ça devrait le faire. Néanmoins, j'ai acheté une dark romance récemment, on en reparlera un autre jour. Tout simplement, j'ai acheté une dark romance parce qu'elle n'avait pas de mention de trucs que je ne supporte pas, c'est-à-dire age gap, professeur, mec super riche, gang, motard, machin, ces trucs comme ça, là, c'est pas possible pour moi. Donc bon, bref. Et j'ai trop aimé. Alors, j'ai pas mis en coup de cœur parce que pour moi, il y a certaines choses qui... C'était pas possible. Mais j'ai mis 4,5 quand même. Franchement, j'ai mis 4,5 parce que déjà, je n'ai pas pu lâcher le bouquin. J'étais pas hypée. Non, j'étais en haleine, voyez-vous. J'étais en haleine. Je sais que il y a certains trucs que j'aime pas trop, mais alors moi, tu mets un petit mystère. J'adore les thrillers, j'adore les cozy mystery, donc romance psychologique avec un mystère. Moi, je vote pour. J'adore ça, les enquêtes. Et en plus, je me suis trop identifiée à Camélia sur le fait de, lire que des trucs criminels, rader des true crime, croire toujours que quelqu'un va te buter dans la rue. Vraiment, is this my life? Oui, totalement. Voilà, même si hier, je me suis endormie devant Faites entrer l'accusé. C'est vrai, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé et que j'étais fatiguée, mais je me suis trop reconnue là-dedans. Maintenant... non, c'est pas vrai. À chaque fois, je dis maintenant, vraiment en mode... je vais dire que ce n'y va pas. Pour moi, il y a vraiment une petite scène où je me suis dit...
ça va enlever la demi-étoile qui en aurait fait un coup de cœur. Parce que en soi, le fait qu'ils soient violents psychologiquement un petit peu l'un avec l'autre, ça me dérange pas parce qu'ils le sont l'un avec l'autre. C'est pas dans un seul sens. Mais il y a une scène où vraiment ça allait un poil trop loin, je pense, pour moi. En plus, c'était vers la fin, donc je m'attendais pas du tout à ce que ça à ce moment-là. Et ça m'a pas sorti de ma lecture, mais ça m'a fait me dire peut-être que je suis pas à 100% OP pour ce genre de bouquin. Which is fine. C'est totalement. Je sais que beaucoup de gens aiment, et je sais que beaucoup de gens ont absolument pas aimé ce livre, et beaucoup de gens. Genre, il y a soit des gens qui mettent 1 étoile, soit des gens qui mettent 5 étoiles, et je suis là. Ouais, ok. Il y a aussi un autre truc. Et à chaque fois, ça me faisait lever les yeux au ciel, il se parle en latin. Je déconne pas. Au début, franchement, dans les 120 premières pages ou 150 premières pages, le nombre de fois où il se rétorque des locutions latines, vraiment, ça m'a fait rire parce que absolument personne ne fait ça. Et j'ai été dans un lycée de bourgeois. Vraiment, j'ai été dans un lycée de gens comme là. Et personne n'a jamais fait ça. J'ai trouvé que l'enquête était super bien. En plus, ça se passe à Édimbourg, c'est une ville que je connais quand même assez bien. Je me suis dit, oh ouais, ah mais ouais, il y a ça là, c'est vrai. Donc ça, c'était cool. Franchement, le fait que Alors, ça se passe à Édimbourg. Mais à un moment donné, il y a certains trucs du coup qui ne faisaient pas sens parce que ça faisait sens que en français et pas en anglais. Mais j'ai décidé de laisser passer ce genre d'incohérence parce que j'ai juste un cerveau qui est super anglophone et que moi ça me dérange. Mais moi, tant qu'on me dit pas, est-ce que je peux vous tutoyer du coup dans des bouquins qui se passent dans un pays anglophone, maintenant je décidais de laisser couler. Normalement, la première fois, ça m'a quand même fait genre. Cet indice ne veut rien dire en anglais du coup. Bref. Alors, la fin, je l'ai deviné au moment où ça se décantait. Donc je pense que c'est pas trop mal. Mais je crois que j'ai lu trop de trucs comme ça. Enfin, je suis vraiment trop à fond sur le truc de true crime et tout pour que ce genre de choses me surprennent. Enfin, j'ai quand même fait. Oh, mais c'était pas le plot twist du siècle, hein, mais c'était bien amené. Et ça. Maintenant, il faut qu'on parle de Lou, parce que Lou me fait questionner ma morale quand même, parce que je crois que Lou se bat avec Beau de Out on a Limb pour la place de Book Boyfriend de l'année. Même si Jane, ma Book Girlfriend de l'année, me dirait mais t'es complètement fada. Elle dirait totalement fada. Malgré les petits trucs un peu... J'arrive pas à croire que je veux dire ça. Malgré ses penchants pour les couteaux. Franchement, je pensais avoir dépassé le stade du syndrome de la fermière. Apparemment pas du tout. Mais si c'est que pour la fiction, ça passe, ok. Ça passe. Voilà, donc moi, je pense que si vous aimez la new romance, vous devez lire celui-là. Je pense que vous le connaissez déjà parce qu'il est sorti il y a 2 ans, je crois. Et que je suis un peu passée à côté du phénomène puisque j'avais pas tellement envie de lire ça à cette époque-là. J'étais une grosse conne élitiste encore. J'essaie de me délitiser, ok. Et je sais pas si je vais lire les suivants parce que celui d'après, ça se passe dans le monde du sport d'hiver. Sport d'hiver. Vous voyez, je crois que c'est avec du hockey. Et je sais pas. Et en même temps, j'ai envie vraiment de sortir de ma zone de confort littéraire et de me dire ah ouais, peut-être que je vais aimer parce que celui-là, je l'ai aimé et elle a écrit vraiment très bien, Morgane Moncomble. Et ça, je l'ai pas dit, c'est inclusif. Genre, plusieurs fois, il y a des pronoms neutres et de l'écriture inclusive, tout simplement. Mon cerveau, il a bugué. Et ça, j'ai trouvé, ça m'a surprise en fait parce que je m'attendais absolument pas du tout à ça dans une romance du gourmand. Hein. Et waouh, franchement, j'ai été agréablement surprise et je crois que j'ai ajouté un demi pour ça en fait. Parce que franchement, pas mal. Et aussi, il y a Stray Kids dans la playlist du livre et je ne m'attendais pas non plus à ça. Donc bon, c'était peut-être le bon moment pour le lire maintenant. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Là, je vais donc commencer Cathy incessamment sous peu puisque c'est le premier livre que je dois lire au mois d'avril. Et ben ça va aussi me faire un petit peu sortir de ma zone de confort littéraire, même si en vrai c'est de l'horreur historique, ce qui est un peu horreur gothique historique, ce qui est un peu plus ma came, mais bon. We'll see. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour... Je pense que je vais vlogger Cathy. Pour du coup de nouveaux vlogs et de nouvelles lectures et du nouveau grand n'importe quoi. Et je vous rappelle que vous abonner c'est vachement bien quand même. Et
Et voilà, et je vous dis à plus tard et later skaters.